Donc pour commencer, en fait, je vais décrire de là d'où je parle. Donc comme ça vient d'être dit, j'étudie principalement les controverses dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'énergie, et avec une approche comparatiste, hein, et dans laquelle tous les cas peuvent être intéressants, donc sans focaliser forcément uniquement sur un objet, mais au contraire en essayant de comprendre comment les objets eux-mêmes se construisent, comment les objets et les arguments qui sont engagés dans des controverses autour des objets s'inspirent les unes les autres, et comment des acteurs qui portent ces controverses s'échangent, travaillent justement dans ce monde qui n'a de cesse d'amplifier sa collection d'objets. Donc ici, je présente une diapo un peu surchargée, mais on aurait pu tout à fait y mettre de tout nouveaux exemples ou d'autres exemples que vous-même auriez pu faire cette diapo-là avec votre propre vécu, parce que durant les dernières années, cette collection d'objets controversés n'a eu de cesse de s'élargir et de se complexifier. Ça a été mis en musique, en histoire, par différentes interprétations. Il y en a une qui est assez intéressante, qui a été fournie par l'Agence européenne pour l'environnement, qui explique que depuis les années 70, en fait, on a organisé la régulation de ces objets-là dans un système toujours plus intégratif et toujours plus globalisant. Au départ, pour des questions aussi matérielles, de capacité technologique, mais également d'intérêt, voire donc d'intérêt pour les produits, de connaissance des produits, voire d'intérêt pour protéger les populations, ou de capacité juridique ou administrative de la mettre en place, on ciblait des produits en particulier pour lesquels on allait fixer une norme, un seuil à ne pas dépasser. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, parce que les produits interagissent, ils vont ensemble, ils vont de pair. Finalement, ils n'agissent pas seuls, mais c'est pas juste la molécule qui agit, mais l'environnement dans lequel elle agit, ou le substrat dans lequel elle est fournie. Et donc on est passé à quelque chose de beaucoup plus diffus. On a élargi le spectre, et ça n'a toujours pas suffi, puisqu'il a fallu aller encore plus loin et commencer à penser les choses de manière systémique. Donc comment ensuite ces objets qu'on pensait avoir élargis s'interconnectent entre eux, se complexifient, et le mouvement continue, puisque on arrive maintenant à devoir penser les choses de manière mondiale, dans des interconnexions, des séries de conséquences où chaque élément individuel, en fait, doit être compris au niveau mondial, sinon rien. Un autre angle avec lequel je travaille, c'est celui de la préparation au changement climatique, et en particulier au travers des centrales nucléaires. Donc ici, pour illustrer, je vous propose la centrale nucléaire de Sizewell, qui est sur la côte est de l'Angleterre, pas très loin de Londres, et qui est éventuellement candidate pour... donc il y a déjà 2 réacteurs, et elle serait éventuellement candidate pour mettre un réacteur de nouvelle génération, si les EPR sont bien construits à Hinkley Point, ce qui peut être problématique pour des cas principalement économiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, durant l'enquête, on discute avec un spécialiste de l'érosion côtière qui, matériellement, nous montre combien le terrain lui-même se détruit progressivement avec l'érosion, que nous explique combien ça va s'accélérer avec les changements climatiques, et nous pointe la centrale au loin, en nous montrant la contradiction entre son travail et la manière dont il n'arrive pas à faire passer son message, et des projets
qui deviennent prioritaires, alors même que leur fondement même devrait être remis en question, ici leur fondement au sens du terrain sur lequel on va les bâtir. Évidemment, dans ces objets arrivent constamment des catastrophes, des événements non prévus, peut-être non prévisibles, qui viennent semer le doute, semer la confusion dans des séries qu'on pensait avoir mis sous cloche, dont on pensait avoir la maîtrise. Et en particulier, je travaille depuis quelques années sur un événement catastrophique qui a eu lieu au Brésil, donc en 2015. Vous avez en haut les photos satellites d'un barrage minier avant son effondrement, et en bas, ce qu'il reste de ce barrage et du village qui était disposé juste en dessous après cet effondrement. Ça a provoqué ensuite le déversement de plusieurs mètres de boues toxiques le long d'un fleuve, d'un des principaux fleuves brésiliens, sur à peu près 650 km. Pour finir au niveau d'une réserve naturelle où des tortues marines viennent pondre. C'est le seul endroit au monde où elles pondent. Et il semblerait qu'avec les vents dominants, cette boue toxique est en train d'atteindre les archipels coralliens du Brésil. Donc ici, sans doute, ce qui pourrait être qualifié d'une des principales catastrophes écologiques du Brésil et du monde. Sur le modèle d'un barrage qui est assez commun au Brésil, il y en a plusieurs dizaines, et malgré les promesses, malgré les actions juridiques, les barrages n'ont pas été changés jusqu'à l'année dernière, où un nouveau barrage du même type s'est également effondré. Donc là, on est dans l'effondrement, mais dans une autre forme du terme, et donc s'est effondré ici sur la cantine des travailleurs. C'était l'heure de la pause de midi, et donc il a tué d'un coup 300 personnes, tandis que le premier a eu peu de conséquences humaines directes. Le deuxième a lui eu, parce que le premier avait constitué un précédent, et parce que finalement, on le voit, l'humain compte plus que l'environnement bien souvent. Le deuxième a enclenché plus de conséquences que le premier sur les politiques d'État et les politiques des industries minières au Brésil. Donc ce que je veux souligner, c'est que ces risques, ces objets, en fait, doivent être saisis non pas dans un aspect très linéaire où on pourrait prévoir exactement ce qu'ils vont donner au fur et à mesure du temps. Une fois qu'on a établi les valeurs premières, on peut prévoir où on en sera au point 2050, au point 2100, etc. Mais au contraire, dans des processus dans lesquels ces accidents, ces interactions viennent fabriquer le modèle de vision du futur dans lesquels on les engage. La règle habituelle, c'est au contraire de penser tous les risques comme étant identiques ou pouvant être traités de la même manière. Ici, au Forum économique mondial, chaque fois que ce forum se réunit, on met ensemble quelques centaines d'experts et on leur demande, bon, d'après vous, quels sont les risques auxquels on doit se confronter cette année, et ils doivent les mettre sur deux échelles, et à partir de là, on peut lire ce que sera, selon ces experts, les grands dangers et ce sur quoi les politiques de demain doivent se focaliser. Et on va avoir aussi bien la corruption, les crises fiscales, le changement climatique, les éléments climatiques extrêmes que le vol de données ou les maladies infectieuses, dans le même tableau, en disant finalement tout ça, ça peut se gérer sur une même carte mentale. Alors que quand on observe ces objets dans leur milieu, finalement, on a toujours, alors même qu'ils peuvent avoir une culture du risque et une culture de la prévention extrêmement fondée, extrêmement forte, on a toujours des surprises. Donc,
pour continuer sur mon exemple sur les centrales nucléaires, ici, on a vraiment un objet qui est sécurisé, qui est vraiment pensé pour sa sécurité et dans la durée, et ça rigole pas. Et pourtant, derrière, des événements peu prévisibles ou imprévus viennent arrêter les centrales, ici des algues ou des méduses, qui viennent parce que les conditions sont réunies, parce que elles arrivent au mauvais endroit, ou enfin, disons, à l'endroit critique. Elles bloquent le mécanisme de quelque chose qui semblait complètement sous contrôle. Et donc, on peut, alors même qu'on pensait un processus garanti, on peut imaginer 3 formes qui vont le faire bifurquer. Une première, c'est l'objet lui-même qui change, donc par exemple le COV-19 qui mute. La deuxième forme, à l'autre bout du spectre, c'est celle des stratégies. Donc finalement, par exemple, un usage de cette épidémie à des fins d'intérêt individuel ou de groupe. Et puis, entre les deux, finalement, des convergences où les rebondissements de processus ne sont pas purement catastrophiques ou purement accidentels ou purement stratégiques, mais en fait, finalement, c'est des enchaînements d'intérêts bien pensés et d'événements subis qui vont organiser progressivement l'histoire de l'objet. Je vais passer rapidement là-dessus, mais ce que ici je veux mettre en avant, c'est que ce qui compte dans ces cas-là, quand on crée cette chronologie, c'est de comprendre à quel moment le retour en arrière, le turning point a été franchi. À partir de quel moment le monde s'est reconfiguré, l'objet s'est reconfiguré, et qu'il va être impossible ou très très coûteux de revenir en arrière. Donc, ce qui crée bien une flèche du temps qui va dans un certain sens. Et du coup, peut-être qu'ici il fallait retenir une seule chose de mon intervention, c'est de privilégier non pas un raisonnement par les conséquences prévisionnelles dans lequel on aurait établi à l'avance une liste des conséquences possibles pour ensuite la faire tomber sous le calcul de manière à sécuriser un désenchaînement, mais au contraire de se rendre compte que finalement on ne peut complètement fermer la liste des conséquences dans le monde, et qu'il faut prendre aussi les choses au fur et à mesure qu'on les découvre. Donc un conséquentialisme ouvert doit être privilégié. Dans ces dossiers, nos acteurs vont constamment essayer de trouver des moyens de se donner une vision du futur, soit pour l'anticiper, soit pour l'influer. Et ces visions du futur peuvent partager des objets tout en étant complètement différentes. Ici, pour illustrer, je mets 2 types de voitures de demain, de voitures électriques ou au biocarburant, enfin au carburant d'origine végétale. Et on voit ici 2 modèles, la voiture en partage, ou la voiture continuation sur un modèle d'une voiture individuelle, massive, disons, on va dire, as usual. Autre illustration du même type, des installations solaires, des panneaux photovoltaïques qui peuvent être imaginés soit comme de grandes fermes régies par des prestataires uniques d'État ou d'oligopoles, ou au contraire l'équipement individuel. Finalement, c'est le même objet, mais dans des configurations politiques ou sociopolitiques, économico-sociopolitiques très différentes. Pour rendre opératoire ces visions vers le futur, vous devez proposer aux personnes à qui vous allez essayer de convaincre, d'abord une échelle temporelle relativement crédible, un mécanisme avec lequel les objets vont se transformer,
si possible, un mécanisme d'action pour pouvoir soit aller dans un sens, soit dans l'autre par rapport à ce que vous anticipez. Et enfin, vous allez devoir trouver des alliances pour rendre ce futur réalisé ou pour, au contraire, y échapper. Donc les planches sont assez chargées, mais elles sont là principalement à but d'illustration. Ce que ici je veux mettre en avant, c'est que l'expérience du temps dans ces modèles du futur a une matérialité primordiale, et en fonction de l'horizon d'attente et de sa détermination, de son indétermination, son vécu et ce qu'on peut en imaginer est très différent. Si par exemple je m'arrête de parler une seconde, voilà, c'est pratiquement imperceptible. Si je ne vous l'avais pas dit, peut-être que vous ne l'auriez même pas remarqué. Si je m'arrête 5 secondes, là, votre vécu du temps a été modifié. Si je m'arrête 50 secondes, là, je sens les organisateurs qui commencent à s'inquiéter. On ne va pas le faire. Mais bon, voilà. L'idée est que il y a bien cette matérialité de l'horizon et de l'expectation qui va jouer en fait sur la manière dont vous allez pouvoir construire votre avenir. On a pas mal d'auteurs qui vont faire des prédictions d'avenir. Ici, je vous ai mis pour illustrer une planche d'un transhumaniste qui vous explique les 4 possibilités du futur de l'humanité. Donc soit, en gros, on repasse à une condition préhumaine, soit on suit une série de crises, on repart et puis finalement on retombe, on repart, on retombe, soit on arrive à dépasser. Ça c'est son plan. Si vous adhérez à son projet, il faut aller le voir. Et donc c'est de dépasser l'humanité pour des promesses qu'il va vous faire, soit technologiques, soit... enfin, vous pouvez ici insérer toutes les lubies que vous voulez. Autre acteur qui va lui aussi être toujours dans ces phénomènes de construction de vision du futur, le GIEC, qui lui construit des scénarios et va vous proposer finalement à la fin des futurs possibles. Donc c'est la figure de droite, dans lequel vous avez une terre verte fraîche, ou relativement fraîche, et une terre infernale, vraiment en bas. Donc là, il y a une espèce de dimension biblique de la conséquence de ces choix des humains qui vont amener en fait à une terre invivable. Alors des tableaux comme ça, j'en ai plein, donc je vous en montre quelques-uns. Il y en a encore plus dans le bouquin, mais c'est l'idée qu'à chaque fois ces modalités de construction du futur engagent en fait des modélisations, des cas prototypiques et évidemment des retours critiques très très divers. Je passe rapidement, mais juste pour vous faire remarquer que il est important de prendre en compte toutes les formes d'énonciation du futur, y compris celles, on va dire, plus littéraires de la science-fiction, dans lequel vous allez trouver finalement des exercices mentaux qui valent peut-être aussi bien, voire mieux, que certains exercices de prévision. Je vais passer rapidement. Ou alors je négocie du temps, je vais voir. Voilà. Donc, un des points importants avec lesquels je voudrais croiser ces dimensions temporelles, c'est celle de ce que je vais récupérer du concept de milieu, que je récupère plutôt des géographes. Donc, plutôt que d'utiliser l'idée d'un environnement qu'on verrait du dessus, dans lequel on mettrait des acteurs qui seraient indépendants de cet environnement, comme dans une espèce de laboratoire sociologique, on va utiliser ici la notion de milieu, dans lequel finalement il n'y a pas d'indissociabilité entre l'être qui vit dans son milieu et le milieu qui est modifié par cet être. Ici, on est en Gironde, on est même dans le Médoc, et vous avez d'un côté de l'agriculture bio et de l'autre côté de l'agriculture chimique. Donc généralement, je demande à l'assistance, selon vous, lequel est bio et lequel ne l'est pas.
Alors il y a des indices en fonction de votre connaissance de ce monde-là. Vous pouvez dire, en fait, ici je vois des coquelicots. S'il y a des coquelicots, en principe, c'est qu'il n'y a pas de pesticides. De l'autre, vous pouvez dire, en fait, cette zone est herbacée, mais c'est parce qu'il y a des aides européennes pour mettre de l'herbe dans l'interrang. Donc voilà. Et puis, dans ces milieux-là, l'accident, l'être, cette bascule, ces rebondissements, en fait, arrivent constamment. Et donc, finalement, la question ici, c'est de savoir comment traiter des escargots, puisque finalement, ils vont préférer un côté à l'autre, je vous laisse deviner lequel. Et donc, comment, sans pesticides, réussir à traiter le problème de ces escargots qui vont venir manger les feuilles avant qu'elles n'arrivent à être assez fortes pour pouvoir lui résister. Et c'est d'autant plus important qu'avec un réchauffement global, les œufs d'escargots ne sont plus tués par le gel durant l'hiver, et donc il y a plus d'escargots, etc. Et du coup, nos acteurs ici vont essayer de travailler le milieu en faisant eux-mêmes leur greffe. Donc là, ici, c'est vraiment un exemple dans lequel, finalement, on avance le plus possible dans l'autonomie plutôt que d'être dans le monde réglé par le haut. Mais malgré tout, il suffit qu'on lève le regard et on se retrouve de nouveau devant le monde qui s'impose à l'agriculteur. Donc encore une centrale nucléaire, décidément c'est une marotte. Et donc la question est de savoir est-ce qu'on peut produire les grands vins de Bordeaux à proximité en fait d'une centrale nucléaire, et comment des acteurs peuvent se saisir en fait de cette proximité pour remettre en cause la proximité des deux. Alors j'ai pas que des tableaux, j'ai aussi des schémas. Ici c'est pour dire que finalement ce qu'on a fait sur le temps, ce que j'ai fait sur le temps, on doit le faire aussi sur d'autres jeux d'échelle. Et mon travail, c'est vraiment d'essayer de suivre comment les objets se transforment quand ils changent d'échelle, quand ils changent d'arène dans laquelle ils sont traités. Et donc, je voudrais finir sur la question qui me motive, c'est pas savoir comment éviter l'effondrement, c'est comment ça se fait que, puisque quand on regarde les données matérielles dont on dispose sur effectivement les dérèglements climatiques, la perte de biodiversité sauvage et encore plus la perte de biodiversité et de diversité agricole, et on pourrait ici amener un grand nombre d'indicateurs, finalement on y est déjà. Alors on va pouvoir trouver plusieurs terminologies pour le désigner. Ici, ces images désignent ce qu'on va souvent nommer l'anthropocène. Donc il y a un concept qui essaie de synthétiser un petit peu cet aspect-là d'un monde complètement transformé et jusqu'au plus profond géologique, jusqu'au niveau géologique par l'homme. Après, il y a énormément de débats sur savoir quand est-ce qu'on place le début de cette transformation, de cette ère-là. Et puis, autre proposition de récit, la collapsologie. Alors, dans le livre qui a été mentionné, on est assez critique vis-à-vis des textes initiateurs en fait de la collapsologie. Mais on l'a écrit il y a maintenant 4-5 ans, donc les choses ont changé. Et finalement, les collapsologues sont venus nous voir et pour nous dire il faut discuter. Vous ne pouvez pas faire que critiquer. On a des choses qui devraient vous intéresser. Vous avez des choses qui nous intéressent. Et donc, je fais un peu de pub pour le dernier numéro de Multitude, Est-il trop tard pour l'effondrement, dans lequel on va proposer le dernier tableau que je vous montre ici, et avec lequel je termine. C'est l'idée que pour tenir face à l'effondrement, finalement, il faut réussir à ne pas se fixer sur un modèle, mais de réussir à faire circuler et à faire coopérer ces différents modèles-là. Donc on va avoir des propositions qui vont dire, finalement,
je commence en bas à droite. Finalement, on a des agences, on a l'OMS, on a les ARS, le virus est sous contrôle, vous vous lavez les mains, il n'y aura pas de souci, on va avoir finalement un nombre de morts acceptable, puisque c'est généralement dans ces termes-là que ça va être défini. Vous pouvez, au contraire, passer dans le cadran en haut à gauche, qui va dire « mais non, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est parti pour des conséquences en cascade immaîtrisables et dans laquelle il faut, au contraire, se préparer et anticiper finalement une ampleur dramatique de ces conséquences. En haut à droite, vous avez la promesse de futures technologies. Donc Trump nous a dit le vaccin en novembre, juste avant mon élection. Donc voilà, ça, on espère, mais ça sera peut-être un peu trop tard. Enfin, un élément, un cadran à ne pas oublier, donc en bas à gauche ici, c'est que finalement, contre cet anthropocène, on voit, il faut laisser ouvert la possibilité de la multiplication de contre-anthropocènes pluriels dans lesquels les choses des tests, des expérimentations vont pouvoir se conduire sans forcément être réduites à des injonctions ou à des mots-clés et au contraire être source de création pour nourrir ensuite ces trois autres cadrans. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup.